Bonsoir, bonsoir. Il y a déjà une petite centaine de participants. Je vous souhaite à tous la bienvenue. J'espère que vous allez bien. C'est perturbant parce que pour une fois, je ne me vois pas, donc je parle sans me voir. Est-ce que tout le monde m'entend? Dites-moi un petit peu d'où vous venez. Faites-nous rêver, comme d'habitude. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'outre-Atlantique? Est-ce qu'il y a des gens du Canada? Ah, Algérie, Maroc. Est-ce que tout le monde voit les réponses, tiens, à ces questions? Je me pose toujours la question. Ouais. Donc, bienvenue donc à cette fameuse soirée de Coffee Sowell. Le but de cette soirée est de, comme chaque fois, vous présenter une nouvelle orateur ou une nouvelle oratrice, ou les deux. Ce soir, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alette Naquet, avec un magnifique tableau derrière elle. Il est absolument formidable, bravo. Euh, donc, Annette va nous parler de communication. Et communiquer, finalement, c'est ce qu'on fait tout au long de la journée. Et c'est probablement la chose pour laquelle nous avons besoin d'apprendre le plus. Et plus je vieillis, plus je me rends compte que nous communiquons mal. Donc, merci d'être là parmi nous. Je rappelle, avant de vous céder la parole, Alette, ce qu'est SOEL Formation. SOEL Formation est un organisme de formation donc, qui est associé à l'université espagnole, l'université Miguel de Cervantes, qui offre et qui propose des formations courtes, d'une part, des formations universitaires aussi beaucoup plus longues, certifiantes, à l'université donc, de Valladolid, mais aussi des webinaires gratuits qui propose à tout le monde de se former. C'est une façon de faire connaissance et de se faire connaître aussi pour tout le monde. C'est en général des soirées de découverte assez extraordinaires où on apprend à mieux se connaître. Alette, on ne se présente jamais mieux que soi-même, même si on ne se connaît pas bien. Donc, je vais te proposer de te présenter et de lancer dès maintenant le sujet. Alors, je viens juste de recevoir un petit message qui nous demande s'il y a des certificats de formation. Pour rappel, nous ne faisons pas certificat de formation, donc nous n'allons pas, pour ceux qui viennent chercher des papiers et des signatures, perdre une soirée, leur faire perdre une soirée. Voilà, nous sommes là pour un partage de la connaissance, mais pas pour faire des papiers. En tout cas, Alette, merci beaucoup. Je te recède la parole et je vous souhaite une merveilleuse soirée en bonne compagnie. Bon, merci Fabrice. Et bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Je ne vous vois pas, mais je suis avec vous. Et je vais tenter de vous donner des pistes et des repères et des moyens pour mieux communiquer, pour mieux accompagner les enfants et les adolescents. Alors, je me présente rapidement comme l'a proposé Fabrice. Je suis psychologue clinicienne de formation et j'ai consulté pendant pas mal d'années en psychologie clinique, mais je m'apercevais petit à petit que la plupart des personnes qui venaient me consulter venaient pour des difficultés non pas d'ordre psychologique, mais bien plus des difficultés d'ordre relationnel dues à des difficultés de communication également. Donc, en faculté de psychologie à Paris 7, où j'ai fait mes études, nous n'avons quasiment jamais parlé de communication ou alors de troubles de communication, si bien que j'avais jamais appris la communication, celle qui permet de bien nourrir les relations. Et j'ai dû me former avec Jacques Salomé, qui a créé la méthode ESPER. Et à partir de cette formation assez longue d'ailleurs, moi, j'ai finalement changé un peu de métier. Je suis passée de psychologue en individuel à formatrice en groupe. J'ai fait des conférences, des stages, des ateliers, des formations de formateurs, en entreprise également. Bon, voilà. J'arrête là pour ma présentation. Je veux vous dire que ce travail sur la communication a changé beaucoup de choses dans ma vie personnelle, dans mes relations de couple. Je vais fêter là mes 50 ans de rencontre avec mon mari et je crois que je ne serais pas restée en couple si longtemps si je n'avais pas appris à communiquer, puis lui aussi par la suite. Et puis j'ai donc élevé deux garçons, je suis grand-mère aujourd'hui et je peux revoir aussi déjà toutes les difficultés de communication avec les petits. Et bon, cette méthode m'a beaucoup enrichie. Voilà, donc ça me fait plaisir de partager les choses
peut-être, c'est une initiation que je vous propose en 1 heure, bien sûr, c'est pas une, c'est une initiation. Je vais vous donner l'essentiel de ce que je peux vous donner en si peu de temps. Et s'il y a lieu, je pourrais peut-être faire des formations par la suite, ça nous verrons. Mais pour l'instant, je vais vous donner des repères pour mieux gérer les relations avec les enfants et les adolescents. Alors, je m'adresse ici à des parents, bien sûr, mais aussi à des professionnels de la relation d'aide qui accompagnent des enfants, qui accompagnent des adolescents, mais aussi qui accompagnent des parents qui sont en difficulté dans leur relation avec leurs enfants. Et puis finalement, vous qui êtes là, qui êtes des professionnels, mais vous êtes en même temps des parents, j'imagine aussi, pas tous, mais il y a peut-être des parents parmi les professionnels qui ont aussi besoin, à titre personnel, de ces repères de la méthode ESPER de Jacques Salomé que je vais vous transmettre. Alors, euh, déjà, je voudrais dire simplement que parler n'est pas communiquer. Ça suffit pas de parler ou de s'exprimer pour vraiment communiquer. Parce que communiquer, en fait, c'est mettre en commun quelque chose que j'ai à l'intérieur de moi et le mettre en commun dans une relation à une autre personne. Et ça va peut-être vous paraître curieux, mais j'ose dire que, en fait, dans tout échange avec une personne, nous ne sommes pas deux seulement, mais nous sommes trois. Il y a la personne, alors on va parler de l'enfant concrètement. Je communique par exemple avec mon petit-fils qui a 7 ans. Et il y a lui, il y a moi, et il y a notre relation. Et la relation est un organisme vivant. Et donc, si c'est un organisme vivant, bah, c'est un organisme qui peut être en bonne santé. Si je nourris bien la relation, si je la nourris avec des aliments sains, peut-être bio si vous voulez, mais en tout cas, si je veille à la qualité des messages qui circulent dans cette relation, parce que la relation, je vais vous montrer, c'est un peu comme un canal, un tuyau. Elle est symbolisée dans la méthode ESPER par une écharpe que je vous montre là. Donc une écharpe sur laquelle ou dans laquelle circulent des messages. Et si les messages sont de bonne qualité, la relation sera vivante et en bonne santé et elle apportera aux deux personnes qui communiquent bah, du- de la joyeuseté, de l'énergie, de la vivance. Et si la relation est nourrie avec des aliments qui sont pas très sains, bah, petit à petit, elle risque de tomber malade et puis elle peut même mourir au bout d'un moment. Alors, je distingue vraiment la relation des sentiments, parce que les sentiments dans la relation par enfant sont nécessaires. Et ils sont souvent là, de part et d'autre. Les parents aiment leurs enfants en général et les enfants aiment leurs parents très souvent. Mais même si c'est nécessaire, c'est loin d'être suffisant pour pour avoir une belle relation. La belle relation ou la relation vivante, saine, c'est celle qui est bien alimentée par une communication saine également. Alors le problème, c'est que nous n'avons pas appris à communiquer. Moi, je vous dis même en faculté de psychologie, je n'ai pas appris à communiquer parce que ce qui relève de la psychologie ne relève pas exactement de la communication. Alors, nous n'avons pas appris à communiquer parce que nous croyons communiquer en répétant la manière dont nous avons appris à parler. Nous avons appris à parler, nous sommes conditionnés à une manière de parler qui en fait n'est pas relationnelle. Elle ne favorise pas la communication, elle ne nourrit pas bien la relation. C'est une manière, euh, presque un système anti-relationnel et qui est à l'origine de pas mal de comment dire, de souffrance, de violence parfois, un système qui produit de la dépendance, un système qui ne favorise pas la confiance en soi, ni l'estime de soi. Voilà, un système
qui est pas bénéfique pour la relation parent-enfant et, et ni pour les enfants et ni pour les parents. Alors, la première des choses que je voudrais vous donner comme repère, c'est déjà d'accepter que nous sommes co-auteurs de chacune de nos relations. Co-auteurs. Alors, ça veut dire que, concrètement, si j'ai une relation à mon adolescent qui, qui va bien, enfin qui va pas bien, pardon, qui va mal, eh bien, c'est pas entièrement de son fait à lui. Même si c'est lui qui fait la tête, qui veut pas me répondre, qui est désagréable, c'est pas entièrement de son fait. Mais c'est pas entièrement de mon fait non plus. Je vais pas m'auto-accuser en me disant je suis pas capable, etc. C'est ni accusation de l'un ni de l'autre, c'est juste co-responsabilisation. Mais alors, si j'accepte que je suis co-auteur de cette relation, c'est formidable, parce que je ne peux pas changer mon adolescent pour l'instant, c'est comme ça qu'il est, mais je peux changer ma relation à mon adolescent. Ça me donne beaucoup de possibilités. Ça me donne la possibilité de changer ma communication pour améliorer ma relation. Juste un petit exemple, juste pour vous expliciter. Si par exemple, je lui dis, t'es trop lent, tu y arriveras jamais comme ça. Bon, c'est une phrase assez banale. Eh bien, je risque de recevoir un message en retour qui ne sera pas tellement positif. Alors maintenant, ils ont l'habitude de dire t'inquiète. Et puis ça clôt la communication, ça clôt le dialogue. T'inquiète. Bon. Mais si par exemple, je lui dis, pour y arriver, je te propose de faire plus vite, est-ce que vous imaginez, comme moi, que la réponse, elle va être beaucoup plus relationnelle. Donc c'est ça, ce qui veut dire que je suis co-auteur. C'est que je, même si en toute inconscience et en toute innocence, j'envoie un message, euh, comme j'ai l'habitude de parler, comme ça, simplement, hein, hein, t'es trop lent, tu n'y arriveras jamais comme ça. Eh bien, ça, c'est pas un message positif pour la relation, ni pour l'adolescent. Si je lui propose quelque chose à partir de, voilà, je te propose de faire plus vite, c'est quelque chose qui est beaucoup plus positif, mais c'est aussi quelque chose où je ne parle pas sur lui, je ne lui mets pas d'étiquette, je parle de moi à cet ado. Et donc, je vais vous proposer une règle d'hygiène relationnelle. Alors, ça peut vous faire drôle de parler d'hygiène relationnelle, mais finalement, vous savez, moi, ma grand-mère, elle était née avant 1900, hein. Elle ne se lavait pas les dents. Ben, moi, je l'ai connue avec des chicots. Ben, elle n'avait pas d'hygiène buccale. Donc, l'hygiène apporte la santé. Enfin, c'est une évidence. L'hygiène apporte la santé. De nos jours, nous avons quand même de meilleures dents que les personnes nées avant 1900. Et ben, cette comparaison avec l'hygiène relationnelle, c'est un peu pareil, hein. J'aurai des meilleures relations si j'applique des règles d'hygiène relationnelle. J'aurai une santé de la relation avec des règles d'hygiène relationnelle. Alors, la première règle d'hygiène relationnelle que je vous propose, c'est je ne parle plus sur l'autre. Ça veut dire sur l'enfant, sur l'adolescent, mais même sur tous les autres. Et je ne parle plus sur l'autre, je parle de moi à l'autre. Alors, c'est très différent. Avant de passer à des exemples concrets euh, appliqués à la relation parent-enfant ou adulte-enfant, accompagnant d'enfants, je vais vous faire un petit portrait du système antirelationnel. Alors, ce que je voudrais pas, c'est que vous soyez culpabilisés parce que sans doute, il y en a parmi vous qui diront, mais moi, c'est ça que je dis tous les jours. Mais bien sûr, puisque nous avons été conditionnés à parler comme ça.
Alors bien évidemment, euh, la plupart d'entre vous parlent comme ça et ça paraît normal, mais c'est justement pour attirer votre attention sur ce conditionnement et vous proposer de faire autrement que je vais vous décrire tout ce que, en principe, il s'agirait de ne pas dire. Alors, je sais que c'est pas facile parce que ça suppose un déconditionnement et puis apprendre à faire autrement. Alors, au début, il y a une déstabilisation assez importante, aussi bien à l'intérieur de soi que une déstabilisation à l'extérieur de soi. Les enfants disent, mais maman, comment tu parles? Voilà. Et donc, mais bon, si vous tenez bon, c'est très positif sur la durée. Alors, repérons le système d'incommunication que nous avons tous, je pense, enfin chacun, chacune d'entre vous, et moi y compris, pratiqué. Et il est fait de 5 mécanismes principaux. Le premier, ça s'appelle l'injonction. Et ben, tout simplement, une injonction, c'est quand je dicte à l'autre, à l'enfant, je lui dicte ce qu'il doit faire. Et même à l'ado, je lui dicte ce qu'il doit faire. Alors, comment je lui dicte? Ben, c'est différent des ordres, hein. C'est pas un ordre, mais c'est juste je dicte. Ben, tu dois, on n'a qu'à reprendre, je n'ai qu'à reprendre l'exemple des dents, tu dois te laver les dents matin et soir au minimum. Ou il faut. Hein, c'est tous les tu dois, tous les il faut ranger ta chambre, il faut pas regarder l'ordinateur si longtemps, il faut faire ses devoirs et dans la vie, il faut travailler pour réussir. Et tu devrais faire ça, tu devrais faire tes devoirs plus tôt, tu devrais arrêter l'ordinateur. Voilà. Toutes ces injonctions, en fait, elles ne mènent pas. D'abord, vous devez constater que ça n'a aucun effet. C'est ça n'a pas d'effet. C'est la plupart du temps, c'est, excusez-moi l'expression, un petit peu familière de dire c'est comme si vous pissiez dans un violon. Excusez-moi pour la familiarité, mais il ne me vient rien d'autre, hein. Il y a aussi d'autres injonctions sur le ressenti. Bah, tu ne dois pas avoir peur, t'es grand maintenant, hein. Et puis tu ne dois pas être triste, hein, c'était qu'un poisson rouge après tout. Donc on va dicter le ressenti. Et puis tu ne dois pas avoir mal, c'est rien. Bon, ça, c'est des injonctions sur le ressenti. Puis il y a même des injonctions sur les sentiments. Tu dois aimer ta petite sœur, c'est ta petite sœur, et puis tu dois aimer les maths, pas la musique, etc. Donc voilà, ce sont les injonctions que nous avons l'habitude de dire en toute inconscience, en toute innocence, mais qui ne sont pas bénéfiques pour la relation. Et que je vais vous proposer d'arrêter en vous donnant comme des pistes pour le comment dire et le savoir dire un tout petit peu plus tard, quand j'aurai fini les 5 mécanismes de ce système antirelationnel. Le deuxième, c'est menace et chantage. Qu'est-ce que c'est qu'une menace? Ben, c'est annoncer un péril à venir ou quelque chose de désagréable à venir. Et ça ne donne pas confiance en soi chez les jeunes, parce que en fait, ce sont plutôt nos peurs que nous leur envoyons comme ça, mine de rien. Alors, une menace, bah, attention, tu vas tomber. Bah, c'est quand même un peu menaçant. Je pense qu'il y a beaucoup de attention ceci, attention cela, qui pourrait être formulé autrement. Je ne dis pas de ne pas avertir un enfant qui a un risque, mais c'est possible de le dire autrement. Et puis, les menaces, si tu continues, tu vas être puni. Ça, c'est une menace. Si tu ne travailles pas plus à l'école, tu redoubleras. C'est une menace. Et c'est pas du tout sûr que ça se produira comme ça. Le chantage, c'est une espèce de troc, hein. Si tu continues à fréquenter ce garçon, je te coupe les vivres. Bon, c'est un troc comme ça pour faire changer le comportement du jeune. Mais comme le chantage ne fonctionne que si l'on s'y soumet, la plupart des jeunes ne se soumettent pas au chantage. Alors, c'est pas la peine de faire du chantage et encore moins du chantage affectif. Parce que le chantage affectif, allez, sois gentil, tu sais bien que je t'aime, c'est enfin, je vais employer un mot un peu fort, mais c'est un peu de l'ordre de l'escroquerie quand même, hein. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve,
voit comme ça. Donc, arrêtons le chantage. Il y a un autre mécanisme, le troisième mécanisme, c'est la dévalorisation. Alors là, nous sommes des experts en dévalorisation parce que nous croyons que ça va aiguillonner l'enfant pour changer son comportement, pour faire mieux, ou pour simplement se comporter conformément à nos attentes de parents ou d'adultes en charge d'enfants. Donc, euh, les dévalorisations, ce sont les jugements de valeur, hein. Donc, tu es maladroit, tu es mal élevé, tu es méchant, tu es méchante, tu pas capable, ou alors tu as trop d'imagination, ou tu es trop agité, ou tu es trop mou, ou tu es trop lent, ou c'est toujours trop ou pas assez. Mais par rapport à quels critères, hein? On peut se le demander. Et puis, il y a même des dévalorisations un tout petit peu plus sophistiquées qui sont euh, des, des comparaisons négatives. Regarde ta sœur, elle, on n'a pas besoin de lui demander 10 fois la même chose. Ou alors des, une dévalorisation négative que tout le monde connaît, c'est mais tu manges comme un cochon. Bon. Tout ça, c'est très négatif pour la relation. Enfin, pas si c'est dit une seule fois en une année, hein, et encore. Mais c'est surtout l'accumulation de toutes ces étiquettes. Et puis, il y a des valorisations des réussites. Papa, j'ai eu 19 en ping-pong. Ah bah, tu ferais mieux de faire des maths. Voilà. Ça, c'est même une réussite, elle peut être dévalorisée. D'ailleurs, vous entendez peut-être comme moi, oui, de nouveau, papa, j'ai eu mon bac. Bah oui, mais cette année, il était facile. Ils l'ont donné à tout le monde. Donc même une réussite de cet ordre peut être dévalorisée. Et puis ça, c'est monnaie courante. Je ne sais pas si c'est pareil au Maroc ou en Algérie qu'en France, mais en France, c'est monnaie courante, hein. Alors, euh, quatrième mécanisme, la culpabilisation. Alors, qu'est-ce que c'est que de culpabiliser l'autre? C'est tenter de le rendre responsable de ce que moi, en tant que maman, je ressens. C'est-à-dire faire croire à l'autre que ce que je ressens, c'est de sa faute. C'est quand même, euh, c'est quand même un peu fort. Et simplement, c'est très banal dans la communication, c'est très banal comme message. Par exemple, tu me fais de la peine. Bah, c'est moi qui ai de la peine et j'essaie de lui faire croire que c'est lui qui me fait de la peine. Ou ou tu me fais honte, ou tu m'énerves. C'est moi qui m'énerve et j'essaie de culpabiliser l'enfant ou l'adolescent en lui disant que c'est lui qui me fait ressentir ce que je ressens. C'est pas vrai. C'est son comportement qui déclenche peut-être chez moi de l'énervement. Mais ma voisine, elle s'énerve pas pour ça. Donc, pas du tout. Donc, c'est quand même bien moi qui produis l'énervement. Donc, il y a aussi, tu me mets en colère, tu me déçois, enfin voilà. Tout ça, c'est de la culpabilisation. Voilà, le- donc j'identifie tous les messages qui polluent la relation pour que vous les arrêtiez et je vais vous montrer comment dire autrement. Il y a aussi le maintien figé du rapport dominant-dominé. Vous voyez, le dominant, c'est l'adulte et le dominé, c'est l'enfant. Alors là, c'est tout tous les ordres, tous les ordres à l'impératif. Lève-toi, assieds-toi. Ben ça, beaucoup à l'école, hein. Euh, le- Levez-vous, taisez-vous, euh, prenez vos cahiers, toi arrête de bouger, prenez vos stylos, écrivez à quatre carreaux de la marge, euh, arrête de parler. Enfin, c'est que des ordres, hein. Toute la journée à l'école, donc c'est une relation qui est basée sur le pouvoir, mais qui n'est pas basée sur l'autorité. J'en reparlerai tout à l'heure. Alors, en fait, pour vous faciliter les choses, je vais vous proposer
de regarder, quand vous êtes avec quelqu'un, un jeune, n'importe quel âge, petit ou 18 ans, ou même, voilà, n'importe quel jeune, euh, quand vous êtes face à lui et que vous voulez communiquer, eh bien, de visualiser une écharpe entre vous deux et de dire qu'est-ce qui est bon pour cette relation. Si je lui parle avec des dévalorisations, des injonctions, des menaces, des culpabilisations et des ordres, la relation, ça n'ira pas. Il m'écoutera pas, il fermera ses oreilles et il continuera soit à faire la tête, soit à ne plus vouloir parler. Donc, le propos, c'est de vous dire, je ne vais pas parler sur lui. Le système antirelationnel, ça consiste à parler sur le jeune, sur son bout de la relation. Et c'est ce que Jacques Salomé a appelé la relation klaxon. Tu, tu, et il ajoute la relation qui tue. Donc, d'arrêter tous les tu. Avec les vous, c'est pareil, mais avec les enfants, nous tutoyons souvent. Donc, arrêtez tout ce qui commence par tu. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, l'injonction, c'est tu dois. La menace, c'est si tu continues, tu vas être puni. La dévalorisation, c'est t'es trop agité ou t'es trop lent ou voilà, t'es trop rapide, enfin ça va jamais. La culpabilisation, c'est tu me fais. Donc, arrêtons tous les tu. Alors, pas les tu d'intimité, mais tous ces tu qui se situent au bout de l'autre et qui reflètent ces 5 mécanismes. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre à la place des tu? Eh ben, je vais vous proposer de mettre à la place des je. Voilà. Mais pas des je narcissiques, pas des je égocentriques, pas des je euh, moi-je. Non, c'est pas ces je, ce sont des je simplement de témoignage de de ce que je vis, de ce que je pense, de ce que j'attends. Des jeux où je m'implique. Alors, euh, par exemple, quand je lui dis t'es trop lent, en fait, je peux lui dire je suis pressé. Parce que, si je m'écoute bien, si je prends la relation à moi, voilà, pour transformer le système antirelationnel en une méthode relationnelle, je transforme les tu es comme si en je, mais ça suppose que je m'écoute. Pour communiquer, c'est mettre en commun ce qui m'habite. Donc il s'agit que je mette en commun ce qui m'habite. C'est-à-dire que la première chose, c'est de l'écouter. Donc j'ai une relation à moi-même, vous voyez, elle est assez jolie, celle-là, en plus elle est douce. Et donc je m'écoute dans la relation à moi-même, je me demande ce que j'ai à l'intérieur et je le mets en commun dans la relation à l'enfant. Je m'écoute et je mets en commun. Simplement, le problème, c'est qu'on nous a dit de ne pas nous écouter, hein, autrefois. Enfin, vous, je ne sais pas, mais moi, j'ai souvent entendu, tu t'écoutes trop, il ne faut pas s'écouter dans la vie. Mais si, justement, le seul moyen de communiquer, c'est de savoir s'écouter et de savoir dire à partir d'un je personnalisé ce qui nous habite. Alors concrètement, par exemple, il y a le fait, vous voyez, reprenons l'exemple de se laver les dents, là, la règle d'hygiène relationnelle, c'est je ne parle pas sur l'autre, donc je ne vais pas lui dire tu dois, il faut, etc. Donc, si je parle de moi, je n'ai pas une règle toute faite, hein, parce que ça dépend de qui je suis. Il y a quelqu'un, enfin, moi je dirais ça, je dirais, ou j'ai dit d'ailleurs hein, autrefois, et je dis encore avec mes petits-enfants, j'attends de toi que tu te laves les dents matin et soir. Et même à midi maintenant à l'école. Mais enfin bon, j'attends de toi. Et ça, c'est une manière de dire sans disqualifier, sans...
Voilà, c'est une manière de dire aussi où je m'implique. Où je peux dire, c'est important pour moi de t'apprendre à te laver les dents matin et soir. Ou je peux dire encore autre chose. En tant que parent, je suis en charge de la santé de tes dents, jusqu'à ce que tu la prennes en charge toi-même. Ou je peux dire encore, quand je vois que tu négliges ton hygiène buccale, ça c'est pour les ados, je m'inquiète pour la santé de tes dents. Si c'est vrai que je m'inquiète. Euh, alors, je peux dire aussi, quand tu as les dents jaunes, j'ai honte. Mais bon, mais je peux faire aussi des demandes. Enfin, il y a plein de manières différentes de dire. Ça dépend de ce qui m'habite, vraiment. Parce que ce que je vais vous proposer, c'est une communication authentique. C'est parler vrai. Quand je parle sur lui, en disant tu dois te laver les dents, ou tu t'es pas encore lavé les dents, ou tu devrais te laver les dents, enfin, je me répète là. Enfin bon, euh, bah, je parle pas de moi, donc il sait pas qui il a en face de lui, cet enfant. Il sait pas qui il a en face de lui, puisqu'il y a quelqu'un qui parle sur lui, mais qui parle pas de lui, ou moi, quelqu'un qui parle pas d'elle. Donc, une communication authentique, vraie, c'est de dire ce qui m'habite. Mais encore faut-il que je sache l'écouter. Alors, je vous ai fait une petite liste pour que vous puissiez repérer ce qui vous habite. Alors, où est-elle, ma petite liste? Bon, ben, ça fait rien, je vais vous la dire de mémoire. Bon, voilà. Soit j'invite mes enfants ou mon enfant. Si c'est une invitation, ben, je les invite. Au lieu de dire à table, et puis ils viennent pas parce qu'ils sont en train de jouer, ou etc., et puis de les rappeler, ben, j'ai déjà appelé, vous allez venir ou quoi? Euh, eh bien, je pourrais dire, j'appelle personnellement chaque enfant par son prénom, hein, pour individualiser la relation et ne pas les globaliser parce qu'ils n'aiment pas ça. Ceci, je dis les enfants à table, voilà, ça c'est pas tellement relationnel. Euh, Si c'est les filles, allez les filles à table, ou alors les garçons, si j'ai à table. Non, je vais dire, Alice, je t'invite à passer à table. Bertrand, je t'invite à passer à table. Ou Alice et Bertrand, je vous invite chacun à passer à table. Est-ce que il y a je crois que c'est Khalil Gibran qui disait traitons nos enfants comme des hôtes de marque. Ben oui, je peux les inviter à passer à table. À mon avis, vous aurez plus de succès en les invitant qu'en les appelant ou en donnant des ordres. Mais en fait, si je vous propose de communiquer différemment, c'est pas forcément pour arriver à vos fins et à vous faire mieux obéir. C'est pas ça. L'idée, c'est de vraiment bien nourrir la relation. Et donc, si vous nourrissez bien la relation, il y a beaucoup plus de chances qu'elle soit en bonne santé et que les enfants ne fassent pas d'histoire pour s'opposer d'une manière passive, ou dire non, ou faire le contraire de ce que vous voulez. Donc, il y aura, ou en tout cas, il y aura un meilleur dialogue. Et puis, donc, c'est pas pour les manipuler, en fait, hein, que je vous propose d'apprendre à communiquer. C'est pas pour arriver à vos fins, c'est pour avoir des relations de qualité. Et quand j'invite quelqu'un à passer à table, eh bien, la relation, elle est de meilleure qualité. Ça suffit pas, il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà. C'est chaque petit détail compte parce que c'est une accumulation qui va faire que la relation, elle est bouchée comme la suie d'un tuyau de chauffage, ou alors elle est en très bonne santé et alors l'écoute passe mieux, les messages passent mieux, et tout le monde est en meilleure santé. Alors, je reviens à comment transformer. Alors, si c'est une invitation, j'invite à. Si c'est une proposition, bah, je te propose d'aller faire un tour. Je te propose d'aller au parc, hein. Donc, voilà, je te propose. Si c'est une demande, là, je te demande de mettre le couvert. Ou alors, j'ai une demande à te faire. Voilà, je formule de cette manière-là. Si c'est une exigence,
parce que beaucoup de parents font passer leurs exigences pour des demandes. En fait, beaucoup de parents peuvent dire, «Je demande», mais en fait, ils exigent. Donc, le propre d'une demande, c'est d'attendre une réponse et la réponse, elle peut être oui, mais elle peut être non, ou elle peut être peut-être, elle peut être plus tard. Bon, en tout cas, en tant que parent, j'ai le droit d'avoir des exigences, bien sûr. Simplement, ça ne doit pas être le seul mode pour tout. Hein. Est-ce que c'est un ordre qui m'habite? À ce moment-là, je dis j'ordonne. Voilà. Alors, il y a aussi les ressentis, voilà. Alors, je peux dire mon ressenti, je suis à l'aise ou je suis mal à l'aise. Quand tu as ce comportement, voilà ce que je ressens, je le vis mal. Hein. J'exprime mon ressenti. Et puis, je peux témoigner de mes émotions. Je suis peinée, ça ne veut pas dire que c'est toi qui me fais de la peine, hein, c'est moi qui suis peinée, ou je suis en colère, ou je suis touchée, ou je suis même blessée, ou voilà, je suis triste, tout ça, c'est de l'ordre de l'émotion. Je peux les mettre en commun, mes émotions. Je peux mettre en commun mon point de vue, voilà ce que je pense, ou ma croyance, voilà ce que je crois. Je ne lui dis pas que j'ai raison par rapport à un point de vue. Je dis ça, c'est mon point de vue. Et il est différent du tien. Ça ne veut pas dire qu'il est meilleur, ou qu'il est pire, ou qu'il est plus mauvais, qu'il est juste, ou qu'il est vrai. Parce que il y a quelqu'un qui disait que la seule chose, la réalité, elle est objectivement subjective. Donc, voilà, je ne sais plus qui disait ça, mais ça m'avait paru juste. Donc, en fait, nos points de vue, nos avis, ils sont, euh, ils sont subjectifs. Donc, ils peuvent être différents de celui de nos adolescents. Et donc, voilà, j'ai un point de vue différent du tien. C'est quand même plus relationnel que de dire: «Tu as tort» ou «Tu te trompes» ou «Tu es dans l'erreur». Hein. Donc, voilà, et surtout ça permet de partager plus sur les points de vue. Je peux avoir une peur et dire, heu, bah, j'ai peur, je crains, au lieu de dire: «Attention, tu vas tomber», dire: «J'ai peur que tu tombes». Ça, je peux, parce que c'est moi qui ai peur, c'est pas lui qui va tomber, c'est moi. Hein. Donc, je peux dire: je redoute, oui, quand je vois que tu travailles pas beaucoup à l'école, je redoute un redoublement. Ça, je peux témoigner de ça, bien évidemment, parce que ça, c'est authentique, mais je menace pas, heu, je dis pas: Tu», quoi. Alors, il y a aussi, si j'ai une peur, bah, c'est que j'ai un désir. Alors, au lieu d'annoncer mes peurs, je peux peut-être annoncer mes désirs. Hein, j'ai peur que tu prennes ton vélo et que tu aies un accident, bah, peut-être que je peux lui dire: «J'ai le désir que tu sois bien prudent à vélo et que tu reviennes, en entier avec et le vélo avec», ou voilà, je peux présenter mon désir, plutôt que mes peurs, c'est toujours plus positif. Plutôt que dire: «J'ai peur que tu redoubles», dire: «J'ai vraiment le désir que tu passes dans la classe supérieure, et toi, est-ce que tu as le désir? Et qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton désir à toi? Ah, pas pour le mien, pour le tien». Hein? Tu es prêt à travailler une demi-heure tous les soirs, un peu plus, pour ton désir à toi? Voilà. Mais moi, je peux témoigner de mon désir, mais voilà, je ne demande pas forcément qu'il le réalise pour moi. Je peux avoir un souhait, donc je dis: «Je souhaite». Je peux avoir un refus, je refuse, j'interdis, je ne tolère pas, je n'autorise pas. Ça, c'est un refus, au lieu de dire: «Tu as pas le droit». Vous voyez la différence? Bon, vous savez ce qu'ils répondent les jeunes quand on dit: «Tu as pas le droit», ils disent: «Je prends le gauche». Alors, c'est pas tellement relationnel, hein. Je peux dire: «Je suis en contradiction, je suis tiraillée, j'hésite», je peux dire que je rêve de ci ou j'imagine ça, bref, voilà, je parle de moi à mon enfant ou à l'enfant, dont je m'occupe, que j'ai en charge, qu'il soit enfant ou adolescent, c'est la même règle. Je parle de moi, je fais circuler dans la relation un message à partir d'un «je» personnalisé qui va aller jusqu'à
lui, il va pouvoir faire pareil. Parce que si moi je dis je, il peut dire je. Et donc, s'il dit je, c'est pas un jeu égoïste narcissique non plus, c'est un jeu de responsabilisation, un jeu où il devient auteur. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, nous sommes qu'auteurs de toutes nos relations, de chacune de nos relations. Donc, c'est pourquoi je préfère aussi parce que dans les ordres, je reviens au maintien figé des relations, au maintien figé du système dominant-dominé. Chaque fois que je donne un ordre, qu'est-ce que j'attends? J'attends une exécution et donc une soumission. Et en fait, il y a beaucoup d'enfants qui vont soumettre dans un premier temps, mais qui s'opposent dans un deuxième temps. À force, ils en ont marre d'être soumis et ils vont s'opposer. Mais en s'opposant systématiquement à ce qui est ordonné, ils peuvent aussi se nuire à eux-mêmes. Et quelquefois, c'est beaucoup plus important pour eux de s'opposer que, que de se faire du bien ou de se respecter. Ils s'opposent exprès au professeur, à la maîtresse quand ils sont plus jeunes, à chacun des parents, voilà, parce qu'ils en ont marre d'être soumis. Et en même temps, les parents et les éducateurs, tout ça, ils veulent pas des enfants soumis. Ils veulent des enfants qui sachent réfléchir, qui sachent donner leur avis, qui sachent se responsabiliser. Et d'une manière contradictoire, la communication, le fait de donner des ordres et tout ça, c'est en opposition avec le désir. C'est en contradiction avec le désir d'élever des enfants pour les rendre responsables et autonomes. Parce que leur dicter ce qu'ils doivent faire, c'est les rendre dépendants. Leur ordonner, c'est les rendre soumis. Donc, tout ça, c'est plein de contradictions. Donc, en fait, au bout d'un moment, les jeunes vont s'opposer. Et s'opposer, ça risque de leur nuire. Parce que quand ils s'opposent pour faire leurs devoirs, ils s'opposent parce qu'on leur ordonne de faire leurs devoirs, bah, du coup, c'est eux qui vont payer. Et qui vont le payer cher parfois. Mais qui préfèrent encore s'opposer que faire ce qu'ils ont à faire. Et ça tient au système de communication. Donc c'est pour ça qu'il s'agirait de savoir passer d'une relation de, de pouvoir à une relation d'autorité qui n'est pas l'autoritarisme, hein, l'autorité. L'autorité, c'est permettre à l'enfant ou à l'adolescent d'être plus auteur de lui-même. D'être plus auteur, ça veut dire auteur responsable, c'est-à-dire qu'il puisse dire je, qu'il soit ni soumis ni opposé, mais qu'il soit acteur, auteur, et qu'il puisse s'affirmer. C'est ça ce qui serait souhaitable, c'est que par notre manière de communiquer avec chaque enfant, ça lui permette d'être plus auteur, plus responsable, plus autonome et plus épanoui. Parce que tant qu'à faire, est-ce que élever un enfant, c'est pas ça l'objectif de l'élever, hein, élever au sens noble du terme, on le prend tout petit là, euh, il est, il est complètement dépendant, et puis il y a une vingtaine d'années pour qu'il devienne autonome euh, et tant qu'à faire épanoui. Donc finalement, la manière de communiquer ça serait de se dire en tant que parent et même en tant qu'éducateur, est-ce que ce que je vais dire à cet enfant-là, à ce moment-là donné, ça répond à cet objectif de lui permettre d'être un peu plus auteur de lui-même, un peu plus autonome, un peu plus épanoui. Voilà. Alors, ça veut dire que ça suppose de tourner sa langue cette fois dans sa bouche, comme on disait quand j'étais enfant. Mais c'est vrai que communiquer autrement, ça demande de la rigueur et de la persévérance. Euh, les bénéfices sont tels
par la qualité de la relation que j'estime, pour ma part, que ça vaut la peine. Alors, donc, je vous ai donné les moyens de sortir du tu-tu-tu, c'est de vous écouter, de vous entendre et de savoir ce que vous allez mettre en commun à partir d'un jeu. Et donc, maintenant, alors je regarde l'heure. Oui, ça va encore, je crois. Euh, à quelle heure nous arrêtons là? Ça a commencé à 19h30, on va garder. Bon, alors, je vais vous donner quelques pistes aussi pour équilibrer la relation. Euh, Équilibrer la relation, ça veut dire être capable de donner. Mais donner de son intérêt, de son écoute, il ne suffit pas de donner à manger. euh, Donner au plan relationnel. Et puis, savoir recevoir ce qui vient de l'enfant. Recevoir, quand il est petit, on reçoit son beau dessin, on reçoit les choses, le beau sourire, les choses qu'il nous donne, mais plus tard, est-ce que c'est possible aussi de recevoir les idées nouvelles de ces adolescents sans les critiquer, sans les juger? Voilà, savoir recevoir. Et ça serait les dimensions euh, que j'appelle papa et maman. Hein. Ça, c'est des dimensions relationnelles qui consistent à donner et à recevoir ce qui vient de chaque enfant ou adolescent. Simplement, ça ne suffit pas pour élever un enfant. Pour élever un enfant, il va s'agir aussi de savoir demander et refuser. Demander qu'ils rangent la chambre, demander qu'ils fassent les devoirs, demander qu'ils arrêtent les écrans, demander qu'ils arrêtent les jeux vidéo, ou refuser qu'ils restent sur les écrans, refuser qu'ils restent sur les jeux vidéo, refuser qu'ils sortent jusqu'au-delà d'une certaine heure, refuser qu'ils mangent à n'importe quel moment, par exemple dans le frigidaire, ça dépend des gens, refuser qu'ils se couchent si tard, parce que les parents, ils sont en charge des besoins, ils ne sont pas en charge des désirs. Donc, tout ce qui relève des désirs, les parents sont en droit, et qui sont contre les besoins, les parents sont bien sûr en droit de de refuser. C'est-à-dire que ça serait ce que j'appelle la dimension relationnelle mère et père. Savoir demander, savoir refuser. Voilà, mais alors selon quels critères? Parce que beaucoup de parents ne savent pas, ils voudraient, voilà, ils voudraient faire plaisir à leur enfant. Donc, ils ont des difficultés à être dans la dimension père ou la dimension mère, c'est-à-dire demander, refuser. Et ils se sentent coupables des fois de refuser, etc. Ils n'ont pas de critères. Et moi, je vais vous proposer un critère. Et nous pourrons terminer peut-être là-dessus et je répondrai aux questions éventuelles que vous vous posez. Le critère, c'est de différencier besoins et désirs. Les parents sont en charge des besoins des enfants et des adolescents jusqu'à ce que ces jeunes-là soient capables de prendre en charge leurs besoins, d'y répondre par eux-mêmes. Bon. Mais les parents ne sont pas en charge des désirs. Les désirs, je veux dire les désirs d'acheter. Acheter encore une Xème boîte de Lego. Bien sûr, le Lego, c'est un jeu éducatif. Donc, bien sûr, ça participe au développement de l'enfant. Mais il y a vraiment des abus au niveau des jouets. Hein. Il y a des publicités avec un sapin de Noël où il y a marqué «Je veux tout». Donc ça, c'est terrible. Terrible parce que ça laisse les enfants dans l'illusion de la toute-puissance de leurs désirs et qu'on leur doit tout, que leurs parents leur doivent tout. Non, les parents, ils sont censés satisfaire les besoins, de, besoins physiologiques, besoins de sécurité, besoins d'appartenance, besoins de reconnaissance et puis besoins de réalisation, c'est-à-dire les besoins éducatifs aussi pour que l'enfant puisse s'adapter dans la société dans laquelle il vit. Mais ils ne sont pas
en charge de réaliser les désirs d'acheter telle robe, d'acheter telle et telle chose, ou voilà, ils sont donc une xème casquette. Donc en fait, on pourrait prendre un exemple simple. Oui, un enfant a besoin de chaussures parce que ça fait partie des besoins de protéger ses pieds du froid ou des blessures. Mais si l'enfant demande des Nike ou des Adidas, eh bien, le parent n'est pas en charge de lui payer la marque. Alors on pourrait dire à l'enfant, ben, ton désir d'avoir des Nike, c'est toi qui payeras. Moi, je te paye juste des chaussures normales. Et donc, je réponds à ton besoin, mais je ne suis pas en charge de ton désir. Et tes besoins, bah, ils me coûtent déjà assez cher, hein. Non, c'est vrai. C'est pas pour culpabiliser l'enfant, c'est juste, ça coûte cher d'élever un enfant. Ouais, alors ça, déjà pour ses besoins. Mais alors pour ses désirs, la question c'est, et toi, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour ton désir? Alors, moi, je pense que c'est bien de donner quand même un peu d'argent de poche pour, aux, aux jeunes pour faire leur métier d'élève, parce que je ne peux pas à la fois te dire rien pour tes désirs. Bon, il y a toujours des anniversaires, il y a des fêtes, il y a Noël, il y a des occasions, il y a les grands-parents qui peuvent aider pour la réalisation des désirs. Mais si je réponds à trop de désirs des enfants, je tue leurs désirs. Et ça, c'est quelque chose. Donc il va falloir qu'il en ait un autre. Si j'ai tué son désir en le réalisant à sa place, il va falloir qu'il en ait un autre. Donc il va encore demander. Voilà. Donc c'est le critère pour refuser, pour moi, c'est vraiment est-ce que c'est un besoin ou un désir? Voilà. Et puis je crois qu'ils comprennent très bien. Et comme ça, ils ne sont pas dépendants du bon gré, mal gré des parents qui tantôt dit oui, tantôt dit non. Et moi, j'entendais une petite fille qui disait à sa copine, moi, j'attends que ma maman, elle soit de bonne humeur pour lui demander, parce que quand elle est de bonne humeur, elle dit oui, mais quand elle est de mauvaise humeur, elle dit non. Donc, la petite fille, elle apprend déjà à manipuler. Donc, non, s'il y a un critère qui est clair, voilà, ça permet une meilleure qualité de relation. Donc, moi, j'espère que vous avez retenu des outils concrets pour améliorer votre communication à chaque enfant et que vous allez tenter de le mettre en pratique, même si ce n'est pas toujours facile. Mais je vous y encourage vivement. Et là, je suis disponible encore un petit peu pour répondre à vos interrogations éventuelles. Merci pour votre écoute et votre participation. Eh bien voilà, merci beaucoup Alette pour ce magnifique exposé, c'était vraiment brillant. Euh, Merci. Mm. alors je vais parcourir les quelques questions. Évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes les questions sans doute, mais on va essayer de positiver tout ça. Et, euh, et puis, je pense que les gens qui auront encore d'autres questions auront l'occasion de te rencontrer lors de d'autres webinaires Ah, ou d'autres formations courtes dont on parlait tout à l'heure. Je vous oui. invite à nouveau à vous rendre sur le site de SOEL Formation dont vous avez les références dans les commentaires pour regarder un petit peu les formations qu'on vous propose. Alors, une première question, j'ai du mal. Quel est l'impact de la communication sur la personnalité de l'ado? Alors, l'impact d'une communication antirelationnelle, c'est euh, la baisse d'énergie, déjà, baisse de motivation, baisse d'estime de soi, baisse de confiance en soi. Euh, Quelquefois, ça peut mener même à des côtés de déprime, en tout cas de grand découragement. Voilà, en gros, c'est ça. Et même quelquefois, des auto-violences. Donc, je ne veux pas dramatiser, mais c'est très important. C'est très important. Alors, ce n'est pas forcément la personnalité, c'est plus l'impact d'une communication antirelationnelle au quotidien qui fait abaisser tout ça. La personnalité, je ne peux pas répondre, parce que ça va dépendre de chacun,
ça peut mener aussi à ce que je disais tout à l'heure, beaucoup d'opposition. Mais ça ne veut pas dire que la personnalité, c'est quelqu'un qui s'oppose. C'est pas, c'est juste la conséquence. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'est parfait. Pour moi, c'est Bon. vraiment parfait comme réponse. Je Mhm. te pose une autre question. Il y a quelqu'un qui dit proposer à un enfant de se brosser les dents pour un autre, n'est-ce pas une façon de le déresponsabiliser? Finalement, se brosser les dents pour soi-même. Oui, ben oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord avec ça. Mais quand je dis j'attends que tu te brosses les dents, ça, c'est au début. Et après, alors ça dépend quel âge, oui, je comprends la question. Au début, j'attends qu'il se lave les dents et je lui dis, plutôt que de lui dire, va te laver les dents, ou plutôt que de lui dire, lave-toi les dents tout de suite. Bon, ça, c'est une manière de le rendre auteur. Et une fois qu'il est auteur, je n'ai même plus besoin de lui dire. Donc tout ça, c'est une question d'âge. Après, l'habitude est ancrée et il n'y a même plus besoin de le dire. Je ne sais pas si. Voilà, ce que je crois entendre dans la question, c'est que euh, l'enfant devrait être capable de se laver les dents par lui-même et pour lui-même sans même que je lui dise. Eh bien non. Vous voyez, ça serait un désir sûr. C'est comme si il devrait être capable de faire ses devoirs, même s'il n'en a pas envie, et sans même que je lui dise. Et ça serait plutôt un mode laxiste. Et ça, euh, c'est pas du tout souhaitable. Je préfère un mode trop dirigiste, trop autoritaire à un mode laxiste. Alors, une question suivante. Comment se construire en tant qu'adulte quand on a toujours eu ce type de communication? On a tendance à le reproduire sans le vouloir. Eh bien, c'est apprendre à communiquer. Là, c'est une toute petite initiation. J'ai beaucoup d'autres choses à dire. D'ailleurs, peut-être que nous pourrons suivre avec un webinaire sur mieux écouter l'enfant et l'adolescent pour mieux l'accompagner, peut-être. Et là, donc le seul moyen, moi je suis passée par là, hein, je vous disais en fac de psycho, j'ai jamais appris, mais en formation, en stage, en formation courte ou longue, eh bien, c'est tout à fait possible d'apprendre à changer son mode de communication, hein. Je rebranche mon micro. Euh, Comment faire pour gérer la jalousie entre frères? Alors, là, oui, c'est un peu long. Alors, je vais juste vous donner quelques pistes. Je vous ai parlé de la dimension maman et papa, mais restons sur la dimension maman. Alors, euh, au tout début de la vie, la dimension maman, elle est à 100%. Je donne à la tétée, ou je donne le biberon, je change l'enfant, je fais que donner, parce que ce sont des besoins. Donc, je réponds aux besoins. Un bébé n'a pas de désir. Donc, euh, je reçois le beau sourire, la belle risette, les premiers mots, tout ça. Donc, ça n'est que du donner, même pas les premiers mots, les premiers pas. Donner et recevoir. Dimension maman à 100%. Et puis après, il y a la dimension mère. Je t'interdis de faire ça, non, le non qui vient, etc. Mais alors, quand le second arrive, ben le second, il est bébé, donc il aura que du oui et que de la maman. Mais celui qui a déjà 3 4 ans, il a de la mère et il voit la comparaison et il a l'impression d'avoir perdu sa maman et que son petit frère lui a volé sa maman. Et il a un gros chagrin parce que lui aussi il voudrait pouvoir avoir du oui tout le temps. Alors peut-être il va se remettre à faire pipi au lit parce qu'on lui a dit un garçon ça pleure pas, donc il pleure en faisant pipi. Bon, bref. Euh, donc quand il y a des disputes entre les deux,
il s'agirait de donner plus de maman à l'aîné, parce que c'est l'aîné qui souffre. On le voit trop grand. On lui dit, toi, t'es grand, donne l'exemple. Toi, tu peux faire tout seul. Tu vois bien, je suis occupée avec le bébé. Il est petit, lui. Alors, c'est ça qui crée la jalousie, parce que moi, je ne crois pas du tout que les enfants, les frères et sœurs soient jaloux, hein. Je crois que c'est même le plus gros des mensonges. Ils ne sont pas jaloux, c'est simplement, il y en a un qui croit que l'autre a plus que lui, et forcément, c'est le plus jeune la plupart du temps parce qu'il a plus de maman, parce qu'un bébé fait produire de la maman. Voilà, j'arrête là, mais ça demande beaucoup plus d'explications, c'est un peu rapide. Alors voilà, mais en tout cas, merci beaucoup. Il y a bien entendu encore des dizaines et des belles questions, des questions très intéressantes. Je propose qu'on se revoie un autre soir avec Alette pour en discuter. En tout cas, Alette, merci beaucoup. Nous avons beaucoup apprécié votre présence parmi nous. C'est Bon, un merci, magnifique exposé, très merci, précieux et croyez-moi, les commentaires sont élogieux. bah, merci. On vous donne déjà rendez-vous le 10 juin, comme ça, pour un autre Ah, webinaire. ouais, le 10 Mais pas juin, avec ça va vous, être Alain là. Naquet, Ah bon, ah bon, ah bon, d'accord. non, on Ah va pas bon, vous faire ce coup-là, oui, oui, on va d'accord. concerner tout en dernière minute. Oui, d'accord. Euh, donc, on vous donne rendez-vous le 10 juin déjà avec Laura Pinson qui a créé les hérotypes qui parlent de mieux se connaître pour mieux réagir en couple. On vous donnera le titre exact. En tout cas, un grand merci pour votre présence à tout le monde. Je vous invite une nouvelle fois à aller voir sur le site de Soel. Bientôt, vous retrouverez un replay sur notre chaîne YouTube Mm. de l'exposé ce soir. Et en tout cas, merci beaucoup. Encore une fois, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Au revoir. Au revoir et merci pour votre écoute et participation. Merci Merci beaucoup. Alette.